Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va continuer de parler des éditions Haredi, toujours en se basant sur l'excellent livre de Benoît Bonte, Planète Haredi, qui est une mine d'informations sur cet éditeur. Alors si vous n'avez pas vu la première de cette série de vidéos, eh ben, il n'est jamais trop tard. J'ai parlé de la création de cette maison d'édition sous le nom d'Artima. Et surtout, je passais en revue ses premières adaptations de comics dans la seconde moitié des années 50. On arrive donc au début des années 60, et c'est une période de grands changements pour Artima. Une période qui va commencer en 1962, quand Artima va être racheté par un autre éditeur, les Presses de la Cité. Alors, les Presses de la Cité, c'est un éditeur qui a été créé au sortir de la Seconde Guerre mondiale et qui va notamment publier, à partir de la fin des années 40, la collection de romans policiers Un Mystère, qui était à l'époque la principale concurrente de la série noire, publiée chez Gallimard. À partir du début des années 60, les Presses de la Cité ils vont se lancer dans une grande politique d'acquisition d'autres éditeurs. Et outre Haredi en 62, elles vont fusionner en 1963 avec Le Fleuve Noir, l'éditeur de littérature populaire qui publiait en particulier la collection de science-fiction Anticipation ou la collection de fantastique Angoisse. Et puis, en 1965, les Presses de la Cité vont prendre le contrôle de l'UGE, l'Union Générale d'Édition, qui regroupait plusieurs éditeurs, dont Plomb, 10-18 ou les éditions du Rocher. Et tout ça va donner naissance au groupe des Presses de la Cité, qui réunit donc tous ces différents éditeurs. Alors, je rentre pas dans le détail, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais si vous voulez en savoir davantage, je vous conseille fortement ce bouquin, aux origines de la pop culture, de Loïc Artiaga et Mathieu Letourneux, qui est paru fin 2022 à la Découverte. Alors, un dernier élément de contexte important. Et après, promis, on va revenir à Haredi, mais les Presses de la Cité vont créer en 1962 une collection de livres de poche qui va être baptisée Presse Pocket, et qui d'ailleurs existe toujours, mais qui depuis est devenue Pocket tout court. Pour Artima, les choses elles vont changer progressivement. Le premier changement marquant, en fait, ce sera son changement de nom, et Artima va devenir officiellement Haredi en mars 1965. Mais le point le plus important en ce qui nous concerne, c'est le lancement en 1966 de la collection Comics Pocket. Alors, les BD de la collection Comics Pocket, elles ont un format très différent de celui des titres que Haredi publiait jusque-là. Alors, c'est toujours du petit format, c'est du 13 par 19 cm, et c'est toujours du noir et blanc. Ça change pas. Mais ce format, ça devient vraiment la norme à partir de cette époque. Et c'est surtout des bouquins qui sont beaucoup plus épais, qui font plus de 160 pages, et avec un dos carré. Alors, le principal défaut, évidemment, de ces petits formats, pour la publication de comics, c'est que ça obligeait le plus souvent Haredi à modifier les planches originales, en changeant la disposition des cases, et aussi en retouchant une bonne partie d'entre elles. Et alors, je vais pas insister là-dessus, parce que Benoît Bonte, il consacre quand même un long chapitre dans son bouquin, et donc je vous y renvoie si c'est un sujet qui vous intéresse. Alors, niveau présentation, la collection Comics Pocket, elle présente quand même une nette ressemblance avec la collection de poche Presse Pocket,
Et notamment, on va retrouver son logo. Son logo qu'on voit ici dans ce cartouche. Et qu'on retrouve là, sur les Press Pocket, et qu'on va retrouver aussi, par exemple, sur les bouquins publiés au Fleuve Noir, à la même époque. Légèrement retouchés pour garder les initiales du Fleuve Noir. Et puis, une chose quand même très importante aussi, c'est la mention qui figure sur la couverture, bande dessinée pour adultes. Alors, on l'a vu dans la première vidéo, Artima a souvent eu affaire à la commission de surveillance et de contrôle des publications pour la jeunesse, et faire apparaître la mention bande dessinée pour adultes, c'était un moyen pour l'éditeur de se défaire de la pression exercée par cette commission. Alors, on verra que ça n'a pas toujours marché et que ça n'a pas non plus réglé tous les problèmes. Alors, pour les presses de la cité, l'intérêt de posséder Haredi, en fait, c'était d'offrir un nouveau support spécialisé en bande dessinée qui allait leur permettre d'adapter dans un nouveau format les romans qu'ils publiaient dans leurs autres collections. Et avec la collection Comics Pocket, en fait, toutes les créations françaises publiées par Haredi, ce seront des adaptations en bande dessinée de romans publiés par les presses de la Cité, par le Fleuve Noir ou par aussi les éditions Plomb. Et c'est comme ça, par exemple, que en 1968, Haredi relance donc au numéro 1 la revue Sidéral, qui va plus publier des récits de science-fiction de chez DC Comics, mais qui va proposer des adaptations en BD de romans de la collection Anticipation. Et en commençant d'ailleurs par le tout premier de la collection, Les Conquérants de l'Univers, de F. Richard Bessières, qui sera donc adapté sur l'intégralité de ce premier numéro. Même principe avec la revue Atomos, qui, elle, est aussi lancée en novembre 68, en même temps donc que Sidéral, et qui va être entièrement consacrée à l'adaptation des romans de la série Madame Atomos d'André Karoff, qui, elle, paraissait dans la collection Angoisse, toujours au Fleuve Noir. Et comme ça, sur le même modèle, Haredi va lancer dans cette collection des adaptations de OSS 117, de Copland, de Nick Carter, de La Louve et de un paquet d'autres séries et d'autres personnages comme ça. Et tous ces titres vont composer une bonne partie de la collection Comics Pocket. Mais à côté de ça, Haredi va aussi, ça y est, j'y arrive enfin, Haredi va aussi publier des comics. Et les deux premiers titres principalement consacrés aux comics qui vont lancer en Comics Pocket, ils vont les sortir en juillet 1966. Il s'agit de Aventure Fiction et de Étranges Aventures. Alors, avant de commencer, quand même, juste une petite précision. Là, pour une bonne partie de ces numéros, en fait, je les ai sous forme de recueil. Alors, c'était une pratique qui était très courante à l'époque, c'était de récupérer les invendus et de les remettre en vente en réunissant plusieurs numéros en un seul volume. C'est le cas ici, où à chaque fois, on a 2 numéros de la revue. Mais on pouvait aussi avoir parfois 2 revues différentes réunies dans une même reliure. Alors, Aventure Fiction, c'est donc la deuxième revue qui porte ce nom. On a vu la première série Aventure Fiction dans la vidéo précédente. Et puis, Étranges Aventures, par contre, là, c'est un nouveau titre, dont le nom, en fait, est la traduction littérale de Strange Adventures, qui est publié DC Comics depuis 1950. Et, de fait, dans un premier temps,
ces deux revues vont proposer essentiellement des titres DC Comics, avec aussi de temps en temps des bandes anglaises. Alors, dans le premier numéro d'Aventure Fiction en particulier, la série régulière, dans les premiers numéros, la série régulière, c'est Garf, qui est en fait un comic strip anglais qui avait déjà été publié en France à la fin des années 40 par la Sage Édition. Et puis à côté de ça, on a souvent de courts récits extraits de Mystery in Space, de Tales of the Unexpected, ou de House of Mystery, et ce genre de séries anthologiques. Et puis on a aussi des épisodes de séries régulières, mais qui sont publiés quand même de manière qui a l'air totalement aléatoire et sans aucune continuité. Dans Aventure Fiction numéro 3, par exemple, on a un premier épisode des Challengers of the Unknown, qui était paru aux États-Unis dans le numéro 44 de la série. Et puis, dans le numéro suivant, on a un épisode qui est tiré du numéro 42, et puis ensuite on verra plus les Challengers avant le numéro 28 d'Aventure Fiction en 1973. Mais entre-temps, on aura d'autres épisodes des Challengers qui auront été publiés dans Étranges Aventures ou dans une autre revue dont on va parler tout à l'heure qui s'appelait Spectre. Et c'est aussi quand même une des spécificités d'Aredi, c'est de publier un peu tout, n'importe où, n'importe comment, et le plus souvent quand même dans n'importe quel ordre. Et pareil, dans Aventure Fiction numéro 5, on a un premier épisode d'Aquaman, Aïe. On en aura un second dans le numéro 8, et puis ensuite on le reverra plus dans la revue jusqu'au numéro 46 de 1975. Tiens, je ramasse quand même. Et tiens, un dernier exemple, et j'arrête pour Aventure Fiction, c'est dans le numéro 4. On a un épisode de la Doom Patrol. Il est très fatigué, mon exemplaire, quand même. On a un épisode de la Doom Patrol dans ce numéro 4, et l'épisode suivant, ce sera dans le numéro 30, soit quand même 6 ans plus tard. Et c'est grosso modo la même chose dans Étranges Aventures, où on a également un mélange de bandes américaines et anglaises. Et on va retrouver aussi des séries également présentes dans Aventure Fiction, avec les Challengers of the Unknown, par exemple, dans le numéro 4, puis dans les numéros 9 et 10. Et puis on a aussi d'autres séries comme Atom dans les numéros 3 et 4, puis dans les numéros 9 et 10. On a Green Lantern dans les numéros 5 et 6, et puis dans le numéro 10. Et ce sera d'ailleurs sa dernière apparition dans Étranges Aventures. Et pour lire la suite de ces aventures, il faudra aller piocher dans d'autres revues. Enfin bref, c'est le bordel. Mais pour la plupart de ces séries d'ici des années 60, c'est dans ces revues qu'on va trouver leur unique publication en France. Et ça en fait quand même des titres intéressants à chercher et à collectionner, au moins pour ça. Après, voilà, il faut juste remettre de l'ordre dans tout ça, si on veut lire ces séries à peu près dans l'ordre. Et ça, c'est pas vraiment simple. Alors, je vais ranger un petit peu. Aredi, en fait, va lancer l'année suivante, donc en 1967, une autre revue consacrée aux comics qui s'appelle Spectre.
Et alors là, pour le coup, on va avoir droit à un sommaire qui est un peu plus cohérent. Alors, on a d'abord les aventures du Spectre, justement, avec ces les trois premières apparitions du personnage dans Showcase. Et puis, on aura aussi ensuite un épisode de The Brave and the Bold où il fait équipe avec Flash. Et à côté de ça, on a d'autres séries qui seront au sommaire de quasiment chaque numéro. On aura les Challengers of the Unknown, on aura la Doom Patrol, qui a renommé la patrouille Z. On a aussi Eclipso, et puis en complément, on a toujours des petites histoires extraites des différentes séries anthologiques que publiait DC Comics à l'époque. Alors, on a donc du coup un sommaire quand même plus cohérent dans Spectre que dans Aventure Fiction ou dans Étranges Aventures. Le problème, c'est que Spectre va cesser de paraître après seulement 4 numéros. La commission de contrôle va une nouvelle fois frapper et malgré la mention bande dessinée pour adultes sur la couverture, Spectre va être interdit et la revue va s'arrêter. Un autre titre dont le premier numéro est sorti en même temps que Spectre numéro 1, en avril 1967, c'est Brûlant. Brûlant avec au sommaire des récits de guerre de chez DC Comics. Et c'est dans cette revue que va continuer de paraître le Sergent Rock de Robert Kanigher et Joe Kubert. Mais on trouvera aussi d'autres séries plus ou moins régulières, comme Enemy Ace des mêmes Kanigher et Kubert. Et puis on trouve aussi des séries moins sérieuses, voire qui étaient quand même carrément farfelues. Et je pense en particulier, si je retrouve le début, voilà, je pense à la série The War That Time Forgot, qui racontait en fait les histoires de soldats américains qui étaient coincés sur une île du Pacifique, peuplée de dinosaures géants. Alors Brûlant va connaître là par contre une assez belle longévité, au moins pour un titre à Ready, puisqu'il y a eu en tout 46 numéros jusqu'en 1977. On a un nouveau titre qui va faire son apparition, lui, en avril 1968, c'est Eclipso. Alors, Eclipso prend clairement la suite du Spectre, dont en fait le quatrième et dernier numéro est paru juste 3 mois plus tôt. Et on va retrouver au sommaire plusieurs séries qui étaient déjà présentes dans Spectre. On aura Eclipso, évidemment. On aura la Doom Patrol, on aura les Challengers of the Unknown, et puis on a aussi Hawkman qui sera présent dans la revue dans les numéros 2 à 5, et on aura même plusieurs épisodes de Deadman, dessinés à l'époque par Neil Adams. Et puis, à partir du numéro 9, Eclipso va accueillir des comics qui proviennent pas uniquement de chez DC, mais aussi de chez Tower Comics, avec les séries No Man, Dynamo et Thunder Agents. Et alors là, en fait, il s'agit de séries créées à partir de 1965 par Wally et dont certaines avaient déjà commencé à être publiées en France par les éditions des Remparts, pardon. Et les premiers numéros de Thunder Agents, ils avaient été traduits dans la revue Le Fantôme. Et en 1967, il y avait eu une éphémère revue baptisée Tonnerre, donc toujours aux éditions des Remparts, une revue qui avait duré 10 numéros, et qui publiait les Thunder Agents en couleur, et dans un format quand même très proche de l'édition originale. Alors, malheureusement, ça n'a pas duré, et du coup, c'est Aredi qui a repris la suite, cette fois en petit format,
et en noir et blanc donc. Et d'ailleurs, même dans ce format, ça n'a pas duré très longtemps. Aredi, je crois, publie les derniers Tower Comics dans Eclipso numéro 14. Et à partir du numéro 15, ils vont commencer à publier un autre éditeur américain. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Là, on arrive à la fin des années 60. Et le titre suivant que je vais vous présenter, il débute en mai 1970. Et c'est, roulement de tambour le temps que je finisse de ranger, c'est Batlash. Alors, Batlash, à première vue, il s'agit d'un western, et c'est effectivement le cas pour la série titre, Batlash, qui est en fait une version, disons, moderne pour l'époque du héros de western traditionnel qui déteste la violence et qui même porte une fleur à son chapeau. En gros, c'est un cow-boy qui aurait traversé le Summer of Love de 1967. Le reste du sommaire de Batlash est donc principalement composé de western, mais pas seulement, parce que, notamment dans ce numéro 1, on aura par exemple un épisode de Enemy Ace de Robert Kanigher et Joe Kubert dont je parlais tout à l'heure, et qu'on trouvait plutôt donc habituellement dans Brûlant. Et puis surtout, c'est dans cette revue qu'on va trouver les premières aventures de Hawk and Dove, le duo de super-héros créé par Steve Ditko. Ditko qui d'ailleurs sera très vite remplacé sur la série par Steve Skitz et Gil Kane au dessin. Alors, pourquoi Aredi a choisi de publier cette série dans Batlash ? Franchement, mystère. Vraiment, je sais pas. Dernier titre qu'on va voir, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est Maniacs, qui est lancé en fait en même temps que Batlash, en mai 70, et en même temps aussi que deux autres titres, mais qu'on verra dans notre prochaine vidéo. Alors, Maniacs, là, c'est un peu la revue des inclassables de chez DC Comics. C'est là qu'on va retrouver tous les titres un peu bizarres qui sont ni du super-héros, ni de l'aventure, mais ni tout à fait non plus de la comédie. C'est dans Maniacs que sera publiée par exemple la série Angel and the Ape, qui racontait en fait les histoires de deux détectives privés. Angel qui était une charmante jeune femme, et Sam qui lui c'est un gorille qui est aussi artiste de comics à ses heures. Et on aura aussi dans cette revue, c'est pas dans ce numéro, c'est dans le suivant, on aura les deux seuls épisodes de Brother Power the Geek, qui est une création de Joe Simon, le co-créateur entre autres de Captain America avec Jack Kirby. Brother Power the Geek, c'était une sorte de modernisation de la créature de Frankenstein, mais à la sauce hippie. Et puis, on a aussi eu dans Maniacs quelques épisodes de la série Inferior 5, qui était en fait c'était une parodie de séries super-héroïques, et dont en fait les personnages principaux étaient censés être les enfants de super-héros célèbres. Et à côté de ça, on a aussi eu quelques épisodes de Plastic Man, ou de Many Loves of Dobby Gillis, qui était en fait l'adaptation d'une sitcom du tout début des années 60. Bref, Maniacs portait quand même plutôt bien son nom. C'était vraiment une collection de tout un tas de titres inclassables, et rien que pour ça, c'est quand même un titre auquel ça vaut le coup de s'intéresser.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on verra que Haredi s'est essayé aussi à la couleur au début des années 70. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.